Alors oui, c'est vrai qu'il y a un développement des cabinets conseils. Il y a d'ailleurs, mais ça c'est dans toute la société. De plus en plus d'entreprises aujourd'hui disent tiens, on va faire un audit de notre structure et on s'adresse en fait à un cabinet conseil. C'est pire que ça en fait, parce que Eric a certainement des infos là-dessus, mais moi en parlant avec des gens dans des entreprises, je me rends compte que beaucoup d'entreprises doublonnent. Oui. C'est-à-dire que vous avez un service qui fait, j'en sais rien, qui fait quelque chose. Par exemple, si vous êtes un fabricant de bagnole, vous avez un service qui va vous faire l'aérodynamique ou le moteur ou je ne sais pas quoi. Et puis vous allez refaire faire la même chose par un cabinet de conseil. Et je vous avoue que j'ai demandé à plusieurs personnes de m'expliquer pourquoi, s'ils trouvaient que leurs salariés étaient tellement nuls qu'il faille doublonner. Alors en général, c'est des explications du genre oui, un regard extérieur, ça fait un peu cher le regard extérieur, non? Je veux dire, je sais pas, Eric, c'est vrai. Dans les boîtes, c'est dans les entreprises privées. Alors c'est pas l'argent public, mais c'est un peu la même chose, non? Oui, mais si vous voulez, moi je fais un distinguo entre les conseils qu'on dispense à un État qui engage des politiques publiques et à une entreprise. Souvent, une entreprise, quand une entreprise a un COMEX, par exemple, et que personne ne veut prendre la responsabilité d'une transformation, il vaut mieux commander un avis extérieur pour ne pas avoir à porter en interne la responsabilité du succès ou de l'échec de cette transformation. Donc tout ça a un prix aussi. Bon, mais moi, ce qui me semble beaucoup plus grave... mais vous avez raison, c'est pas du tout la même chose. C'est le recours pour des États. Parce que moi, je le pense vraiment, si vous regardez ce qui s'est passé depuis les années 60, en réalité, la mondialisation, elle s'est développée aussi. Pourquoi? Parce que vous avez des cabinets conseils qui... Par exemple, en France, souvenez-vous d'un grand patron d'Alcatel qui s'appelait Serge Turuc, qui avait décidé que... C'est lui qui avait décidé les trucs sans usine. Sans usine, exactement. L'industrie sans usine. Mais tout ça sont des concepts qui sont nés dans la tête des consultants des grands cabinets. C'est très intéressant ce point sur la mondialisation. Ah, mais ça me semble évident. La mondialisation s'est mise en place avec une volonté politique, mais grâce aux cabinets conseils partout dans le monde. Parce que les exemples que je prenais en Angleterre ou ailleurs, on peut les prendre aux États-Unis, les mêmes conseils, le développement d'une mondialisation avec une désindustrialisation. Tout ça me semble assez cohérent, c'est-à-dire la mise en place d'un système économique à l'échelle de la planète, et moi je dis, qui finalement supprime la souveraineté des États. Excusez-moi, mais si on met vos deux chroniques, Françoise et Eric, moi je suis plus sévère que côte à Eric. côte, non mais si on les met côte à côte, c'est vraiment terrible, parce que Françoise a parlé des conflits d'intérêts dont personne ne parle. Il peut y avoir des conflits d'intérêts. Moi j'ai parlé quand même de McKinsey et des laboratoires pharmaceutiques. C'est vrai, oui, absolument. Je voulais juste dire que... Il y a des appels au 0826 300 300 Alors je vais vite en disant que, petit 1, d'abord, le recours n'a jamais été aussi puissant que sous Macron, même s'il se cache derrière Nicolas Sarkozy dans leur conférence de presse. Deuxièmement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très douées, qui auraient fait ça aussi bien, voire mieux que McKinsey. Pourquoi aller chercher une entreprise américaine? Troisièmement, le vrai questionnement, il est politique. Et cette question-là n'a été posée par aucun journaliste hier, alors qu'ils avaient les ministres en charge face à eux. Et il faudra la poser inlassablement à Emmanuel Macron. La question, ce sont les liens d'Emmanuel Macron, candidat en 2017, avec les dirigeants de McKinsey, notamment Karim Tadjeddine, avec un certain nombre de membres de l'agence qui, à titre personnel, sont dans la campagne d'Emmanuel Macron, avec cette question que les gens se posent naturellement. Est-ce que McKinsey aurait financé une partie de la campagne du candidat Macron? Est-ce qu'il y a des renvois d'ascenseur? Je dis ça, je pose cette question que les gens se posent. Et ça, c'est la question cruciale. La vraie question qui peut ennuyer le candidat Macron, c'est aussi celle-là. Il y a la dilapidation de l'argent public, la morale c'est pour les autres, et il y a cette question-là. Et je constate que cette question-là, je suis furieuse ce matin, parce que cette question n'a pas été posée au ministre en charge, elle n'est pas posée au président, alors que c'est la question centrale et qui occupe les esprits. Allez, 0826 300 300, les auditeurs ont la parole. Dans un instant, on sera aussi avec la présidente de l'association Anticor, qui sera avec nous, co-auteur aussi de Résister à la corruption. Elle sera avec nous dans un instant. Au 0826 300 300. On part à Lyon. C'est Alain qui est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Oui, Alain. Donc, moi, je me dis, on est à 10 jours de l'élection présidentielle. Oui. Il faudrait quand même savoir quelle est l'implication exacte de McKinsey dans cette élection, parce qu'il faudrait quand même savoir si on va élire
un président ou si on va élire McKinsey à la tête de l'État. Ouais, c'est ce que disait Françoise à l'instant, quoi. Donc avec les liens. Ouais, non mais ça c'est vrai. Quoi. Je la rejoins sur ce point-là et surtout je donne des exemples. Ouais. Il y a la fille du député Cazeneuve qui s'est retrouvée à 29 ans à faire le prix à l'Élysée et elle était en charge du lien entre l'Élysée et Matignon. Donc là c'est un cas concret où on voit McKinsey qui est impliqué directement dans la gestion de l'État. Oui, c'est vrai. Alors, que ce soit, non mais pour dire qu'il y a beaucoup d'autres exemples, hein, c'est ça, ce que dit en fait Alain, il y a beaucoup d'autres exemples et ça concerne un peu toutes les formations politiques qui ont été aussi au pouvoir. Quoi. Il n'y a pas que évidemment là, Emmanuel Macron, il y en a eu d'autres aussi avec d'autres cabinets de conseil. On va en savoir plus dans un instant parce que on a Élise Van Beneden qui sera avec nous, qui est présidente de l'association anticorruption Anticor. Et puis vous pouvez continuer de réagir 0826 300 300. Et sur notre question du jour, restez avec nous, il est 9h16. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et c'est la suite des grands débats, 9h19. Merci d'être avec nous. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, vos appels 0826 300 300 avec Éric Revel. Bien entendu, dans quelques instants, la suite, on reviendra sur le McKinsey, bien sûr, avec Élise Van Beneden, qui est présidente de l'association anticorruption Anticor. Oui, Élise Van Beneden, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur aussi de Résister à la corruption, aux éditions Tract Gallimard. Alors, sur cette affaire, comment peut-on justifier le recours à des cabinets privés pour mener la politique publique de la France dans certaines conditions? On pense notamment à ce qui avait été relevé dans la Cour des comptes en 2018, hein, où il y avait justement, normalement, on relevait les compétences qui existaient au sein des établissements publics de santé et qu'elles permettaient d'éviter le recours à des marchés publics de conseil. Oui, alors ça a toujours existé, hein, le recours au cabinet privé. Hein, c'était le cas déjà sous Sarkozy, c'était le cas sous Hollande. Là, le problème, c'est l'ampleur que ça a pris. Ouais. Puisqu'on voit bien qu'en termes de budget et en termes de décision publique, c'est devenu un phénomène énorme. Comment le justifier quand on a une administration qui est compétente et qui est capable de faire ce travail-là? Ce n'est pas justifiable. Ce n'est pas justifiable parce que on paye déjà des fonctionnaires qui sont parfaitement compétents, qui à mon sens sont pas démérités, parce qu'on confie au secteur privé quelque chose qui relève de l'intérêt général, de l'action publique, et donc ça pose un problème de souveraineté. On voit bien qu'il y a une certaine emprise de McKinsey et d'autres cabinets de consultants au sein du gouvernement. On voit bien que les gens sont placés à des postes clés, que des élus sont embauchés, donc c'est le pantouflage, sont embauchés chez McKinsey après avoir eu en charge une mission de service public, et ça pose une question du coût aussi. Puisque vous avez une administration qui est capable de faire ses missions et vous confiez ces missions au secteur privé pour un coût qui est totalement déraisonnable. C'est-à-dire qu'un consultant McKinsey coûte par jour ce que coûte un fonctionnaire par mois. Ouais, alors par exemple, il y avait une journée de consultant, en moyenne, je crois que c'est 1500 € à l'État. Hein. C'est ce qu'avait calculé la commission d'enquête. Hein. Oui, c'est le salaire de certains fonctionnaires, donc ça pose quand même une question. Je ne sais pas si McKinsey est capable de faire en une journée ce qu'un fonctionnaire fait en un mois, mais très sincèrement, j'en doute. Et ça, c'est notre argent, c'est l'argent public, c'est l'argent de nos impôts. Donc il y a une question de gestion des finances publiques qui est une question d'ampleur. Il y a une question de transparence aussi, puisque on a le droit de savoir ce que fait l'administration, ce que fait le gouvernement, quels choix ils font, combien ça nous coûte. Et il y a eu très peu de transparence. Il a fallu tout de même un rapport, une enquête du Sénat pour que ces choses-là sortent. Et puis il y a une question de morale aussi, puisqu'on découvre que McKinsey prend des positions sur des débats publics très importants, style il donne des conseils, quoi, des recommandations, quoi. C'est ça, quoi. Oui, c'est des conseils, c'est des rapports. C'est quand même, j'espère que pour le prix, c'est quand même un travail de qualité qui permet d'aiguiller les décisions du gouvernement. Donc ils ont une emprise importante sur le gouvernement et donc ils vont donner des conseils sur comment réduire le coût pour les finances publiques, par exemple avec la suppression des APL. Et eux, ça fait 10 ans que les APL, ils ne les financent pas par leurs impôts. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment dans un esprit républicain. Dans un esprit républicain, chacun contribue au financement des dépenses publiques.
publics. Là, on voit bien que c'est pas du tout le cas. En plus, McKinsey a aussi un passé qui est très compliqué. Ils ont été condamnés aux États-Unis à une amende très très élevée parce qu'ils ont participé à une campagne de promotion des opioïdes, ce qui est extrêmement grave. Donc ça pose une question déontologique, de moralité, de recours à ces intervenants. Oui, et Elise Van Beneden, pourtant on avait cru comprendre que depuis quelques années, il y avait eu des opérations transparence de mener, et notamment concernant la passation de marchés publics, même de recours à des entreprises pour conseiller en fait les gouvernements. Il n'y a pas finalement cette transparence. Il faudrait modifier la loi peut-être dans le prochain quinquennat, quelle que soit la personne au pouvoir. La modification de la loi sous ce quinquennat, elle n'est pas allée dans le bon sens, puisqu'il y a eu la loi ASAP qui dit qu'il n'y a pas besoin de mettre en concurrence des entreprises pour des marchés publics lorsqu'il y a des raisons d'intérêt général. L'intérêt général, il commande exactement le contraire. La mise en concurrence, ça évite de surfacturer des prestations. Ça permet de dépenser moins d'argent public pour la meilleure prestation. Donc on va pas vraiment dans ce sens-là. Et le recours à McKinsey, ça se fait via des contrats cadres qui sont très compliqués, parce que finalement, on donne un intitulé très très large à un contrat cadre qui, à mon sens, ne permet pas de mettre en concurrence des entreprises. Vous dites marché public, modernisation de l'État. Comment est-ce que vous mettez en concurrence 4-5 entreprises sur le sujet? En fait, ils font des contrats cadres et ils ont recours à des cabinets qui, selon eux, peuvent répondre à absolument toutes les questions. Et après, les ministères piochent dans ces contrats cadres. Et donc, c'est très contestable au niveau justement de la mise en concurrence, et on se retrouve avec des pratiques de facturation qui sont très élevées, et ce n'est pas étranger au fait qu'il y a une imperfection dans la mise en concurrence. Oui, c'est ça. Alors, j'ai une question. Question de Françoise de Gois. Oui. Bonjour, Anticor étant quand même assez juste et acéré, je ne comprends pas pourquoi vous n'évoquez pas le volet politique qui, moi, paraît être le plus gênant pour Emmanuel Macron, parce que on a bien vu les ministres se défausser sur c'était pas nous, c'est les autres, ils ont fait pire que nous. Mais la seule vraie question, c'est les liens politiques et financiers, éventuellement, entre McKinsey ou des employés de McKinsey et le candidat Emmanuel Macron en campagne en 2017. Il est là le sujet, en fait, politique. Que dit Anticor là-dessus ? Il y a beaucoup de sujets, là, il faut regarder tous les sujets. En fait, moi, quand je regarde ce dossier, il y a plein de choses qui me sautent aux yeux. Effectivement, il y a des allers-retours entre McKinsey et des postes de la haute fonction publique qui peuvent poser la question de conflit d'intérêt, voire d'une qualification pénale qui sera la prise illégale d'intérêt, mais il faut étudier les dossiers. Je vous ai parlé des marchés publics, ça pose la question de la mise en concurrence, donc du favoritisme. Et effectivement, on a McKinsey qui nous dit qu'ils ont fait élaborer gratuitement le programme électoral d'Emmanuel Macron en 2017. Mais en fait, je rappelle qu'en France, les entreprises n'ont pas le droit de financer les partis politiques. Donc ça, c'est une question qui est extrêmement grave. Et il faudra absolument, mais il n'y a pas que Anticor, c'est au procureur de la République de se pencher sur cette question, de savoir est-ce que l'apport de McKinsey pendant la campagne électorale de 2017 constitue un avantage, et qui est un avantage absolument interdit. Les entreprises ne peuvent pas financer de partis politiques. Et en aidant à faire un programme électoral, bien évidemment qu'on apporte un avantage à un candidat. Après, on peut se poser la question de est-ce que les placer des personnes de McKinsey juste après l'élection dans l'administration à des postes stratégiques, c'est un renvoi d'ascenseur? Donc voilà, il y a plein de questions à se poser. Mais et donc là, il devrait y avoir une enquête d'ouverte, selon vous, de quelle instance potentiellement? Parce qu'il y a eu une commission d'enquête du Sénat, mais c'est une commission d'enquête du Sénat, donc ça reste en fait à son niveau, quoi. Alors la commission d'enquête, elle peut elle-même saisir le procureur de la République, et si un procureur de la République doit être saisi, c'est bien évidemment le parquet national financier qui est spécialisé dans les infractions politiques, financières complexes. Et là, on voit bien qu'il y a énormément d'interactions entre McKinsey et le gouvernement, donc il faut mettre tout ça sur la table et voir s'il y a eu des dysfonctionnements. Et comme ça, on dirait bien qu'il y a eu de très graves dysfonctionnements. Et je comprends que les gens n'aient pas confiance, en fait, dans un gouvernement qui délègue tout au secteur privé et qui dépense beaucoup d'argent, alors que parallèlement, les citoyens français, pour partie d'entre eux, c'est aussi des fonctionnaires, et des fonctionnaires qui travaillent beaucoup et qui travaillent bien. Oui, parce que parce que c'est vrai, indépendamment de ça, de liens potentiels qu'ils peuvent avoir, sinon ce n'est pas illégal, quoi, d'avoir recours à des cabinets de conseil. Pas du tout. Pas du tout. Le gouvernement est libre d'avoir recours à des
des cabinets de conseil s'il le souhaite. Il doit mettre en concurrence. Il ne doit pas avoir de conflit d'intérêt trop grave avec ce cabinet. Et il doit aussi finalement rendre compte de ce qu'il fait de l'argent public. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme dit que tout citoyen peut demander des comptes à tout agent public de son administration. Donc on a le droit de poser ces questions. Et si jamais on se rend compte que l'argent est dépensé avec une négligence très importante, ce qui pourrait être le cas de payer une journée de travail d'un conseiller qui vaut un mois de travail d'un fonctionnaire, il y a quand même une infraction qui est prévue à l'article 432-16 du Code pénal, qui est le détournement de fonds publics par négligence. Bon, mais si d'un autre côté, il y avait... Je pose toutes les questions, hein, je me fais le défenseur de tout le monde. Si par exemple, il y avait, grâce à ce recours des cabinets de conseil, une efficacité plus forte de l'État et de notre administration, là, ça, bon, c'est à démontrer, mais dans ces conditions, ce ne serait pas forcément non plus totalement injuste, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Comme politique, quoi, bien sûr. De défendre leur choix. En fait, oui. Il peut y avoir une incidence juridique, mais si on considère qu'il n'y a pas d'incidence juridique et que c'est un choix politique, c'est à eux de défendre leur choix devant les Français. Mais vous avez aussi la Cour des comptes, qui très récemment a dit que le recours au cabinet privé n'engendrait pas une efficacité plus importante. Donc en fait, vous avez déjà la Cour des comptes qui a fait ce travail d'évaluer l'efficacité du privé par rapport au public. Oui, c'est vrai. Bon, après, parfois, on a vu quand même aussi à travers la crise du Covid et puis d'autres histoires que l'administration n'est pas complètement également en état de marche dans certains secteurs. Élise Van Beneden. C'est vrai, ça ou pas? Moi, je l'ai pas constaté, mais si vous l'avez pas constaté. Alors, je vais vous donner un exemple. On l'a vu avec l'ARS de nombreuses reprises. Un exemple, en fait, encore ce matin, qu'on avait sur l'antenne de Sud Radio. Par exemple, vous savez que maintenant, pour les déserts médicaux, on incite des médecins à aller, en fait, d'un département à un autre, etc., et qu'on peut toucher les primes. Il y a, en fait, 2 médecins qui ont quitté un département, en l'occurrence la Sarthe, alors qu'ils ont 60 ans. Ils sont allés dans le département voisin où ils ont touché une prime de 100 000 €. Ça a été accepté par l'ARS pour qu'ils s'implantent juste à côté. Et là, ça a échappé en fait à l'administration et tout le monde s'interroge pourquoi et comment ça a pu échapper. Alors en plus, c'était pas de départements et de régions en fait complètement éloignés, hein, puisqu'il y a une frontière commune entre les départements. Et là, au niveau des administrations locales, on dit ah bah oui, ça nous a échappé. Donc quelque part, il y a des bugs. Et encore, ça c'est un petit exemple, hein, mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Oui, mais c'est une évidence qu'il peut y avoir des dysfonctionnements. Si vous voulez, j'espère que ce sont des cas isolés et que l'administration va réparer cette erreur. Là, vous êtes en train de parler de 100 000 plus 100 000, 200 000 €, c'est déjà beaucoup d'argent. Oui. Mais quand même, quand on compare avec ce qui a été dépensé en termes de cabinet de conseil, il faut aussi garder une juste proportion des choses. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres. Merci en tout cas, Élise Van Beneden, présidente de l'association anticorruption Anticor, et co-auteur, je le rappelle aussi, de Résister à la corruption aux éditions Tract Gallimard. Merci pour toutes ces explications très claires ce matin sur Sud.